Je me demande en fait, qu'est-ce que Miyazaki donnerait si on le laissait seul dans une cabane remplie de termites. Je m'appelle Alfie et j'ai une chaîne qui s'appelle Alfie, parce que ça tombait bien. Et je fais ce qu'on appelle des essais vidéo. Donc un essai vidéo, c'est comme un essai. C'est-à-dire qu'en gros, on émet un argument, mais en vidéo. Et moi, en fait, mes essais, à chaque fois, prennent un cas particulier. Donc j'ai pu parler de films. J'ai fait Pulp Fiction, j'ai fait Les Indestructibles. De séries, j'ai parlé de Bref, j'ai parlé de la web-série RL3, j'ai aussi parlé de BoJack Horseman. Et de personnalités. J'ai pu parler de Nina Simone, de McFly Carito. Enfin bref, à chaque fois, je prends un sujet, je l'analyse, je le décortique, et je fais ça de manière à que ça soit compréhensible pour tout le monde, même les personnes qui n'y connaissent rien au sujet. Vraiment, c'est vraiment pour tout le monde, et c'est histoire de rendre la réflexion ludique. Mon premier souvenir de dessin animé, alors je l'ai pas, comme tout le monde, je pense, personne n'a son premier souvenir, je pense, mais je sais de la part de ma famille que je regardais Tarzan de Disney constamment. Vraiment en boucle, et j'ai ce souvenir que moi j'avais très peur du tigre dans la scène au début, quand le tigre il attaque dans la cabane les deux humains, etc. Je sais que ça je demandais à le zapper parce que j'aimais pas trop. Mais après, mon premier souvenir entre guillemets conscient, c'est plus des séries, notamment Pokémon, dont je suis un énorme fan de Pokémon, mais pas des jeux. J'adore l'univers, j'adore vraiment l'idée que ça puisse avoir des petites créatures, et la série, mais j'adorais cette série. C'est Toy Story. C'est Toy Story parce qu'en fait, quand j'étais gamin, j'ai joué avec des jouets, comme tous les enfants, mais jusque très 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 tard. Jusqu'à vraiment mes 13-14 ans, je jouais comme les enfants de 4 ans, avec des jouets en inventant des histoires, etc. J'adorais inventer des histoires, et j'adore toujours raconter des histoires. C'était juste fou, en fait, d'imaginer un film où les jouets prenaient vie. Pour moi, c'était juste... Wouah, c'est incroyable! Et je pense que ça m'a marqué aussi parce que c'est un film que j'ai revu, et c'est un film que j'ai pu continuer à revoir sans aucun plaisir nostalgique. Il y avait vraiment le plaisir du film et de grandir avec ce film. Alors que je trouve qu'un Roi Lion, par exemple, je vais le revoir comme par plaisir nostalgique, avec ma nièce ou autre chose, plus que vraiment grandir avec ce film. Je me souviens énormément qu'il y avait sa cartoon le dimanche soir. Et je sais que ça a beaucoup marqué mon adolescence. Et l'œuvre d'animation, je pense que c'était vraiment les Pixar. Aussi les Tex Avery que je découvrais, il y avait un coffret intégral de Tex Avery que j'avais emprunté à un ami de ma mère. Et je l'ai regardé, et ça je me rappelle, je devais avoir 14-15 ans, et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Parce que c'est la première fois que je les matais vraiment d'un coup, en un seul bloc. Mais après c'est les Pixar parce que j'allais les voir tous les ans, et j'allais pas trop voir les Disney. Les dessins animés, j'allais pas trop les voir, mais les Pixar, Shrek, etc. J'ai vraiment ce souvenir d'aller voir, je pense, tous les Pixar au cinéma, et de grandir avec, et d'être un peu tapé au collège et au lycée, parce que j'allais voir des dessins animés, en fait. Non, il y a... moi non. Par contre, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont été traumatisés par Le Roi et l'Oiseau. Dédicace à la séance de Marty qui a fait une superbe vidéo sur Le Roi et l'Oiseau. Et c'est un film en fait que j'avais maté quand j'étais gamin. Mais j'avais pas... ça m'avait juste fait chier en fait. J'étais plus, mais c'est nul. Et en plus, vu que ma mère était une énorme fan de cinéma, elle me faisait voir beaucoup de films. Mais genre des Tarantino à 9 ans quoi, vraiment beaucoup de films. Donc vraiment j'étais, mais c'est pas ouf, votre film, il y a un roi, un oiseau, merci bonsoir, qu'il faut passer à autre chose. Et je l'ai revu récemment, et vraiment ce film, il m'ennuie toujours un peu. Je trouve le film vraiment incroyable pour l'analyse, pour l'animation, je trouve hyper beau, c'est vraiment fou. Mais en tant que simple spectateur, il m'ennuie malheureusement, voilà. Mais sinon après, ouais, j'ai pas eu de traumatisme, j'ai pas eu de cauchemar. Oh, si, je me rappelle, alors je sais pas si c'était pour Martin Mystère ou Totally Spies, mais je me souviens juste d'un début d'épisode où ça commençait dans la plage. Et là il y a une bête, un peu comme la créature dans la forme de l'eau. Et je me souviens pas de l'épisode, je me souviens juste de ce début. Et ce début m'a vraiment traumatisé parce qu'en fait j'avais peur toutes les nuits. Mais j'ai encore un petit peu une peur aujourd'hui.
sais qu'un truc te chope derrière, comme tous les enfants on a eu sous le lit, quelque chose te chope. Mais moi c'était sous le lit, sous une chaise, sous un canapé, partout. Et parfois quand je me lève la nuit, il y a vraiment ou que je vais aux toilettes, tu vois, ou que je bois, je pose les deux pieds et j'ai peur. J'ai un petit voilà. Donc et je pense que c'est dû à ça. Toujours dit que ce lac avait pas l'air net. Heureusement, j'ai pas voulu me baigner. Par contre, toi, tu y étais, comment dire, comme un poisson dans l'eau, tout le temps. Pendant que monsieur s'amusait à faire des colliers de nouilles. Ah, c'est possible que ça soit Kim Possible alors. J'ai vraiment juste cette tête. C'est tout, j'ai juste cette vision-là. Et Kim Possible, je suis un énorme fan. Et d'ailleurs, ils ont fait un remake live de Kim Possible qui est très nul, vraiment. Remettez. En plus, Kim Possible, c'est tellement génial vu que c'est tellement irréel. Genre, la fille, elle fait ça d'épaisseur. Vraiment. Elle a la poitrine de Lara Croft. Et elle a des cheveux, c'est fou. Et toutes les bastons sont irréels. Et c'est ça qui est génial. Et ils ont fait un truc réaliste, live, ça n'a pas de sens. Comme ça, je penserais moi Totally Spies qui ont juste bercé ma jeunesse. Et surtout qu'on me tapait quand j'étais gamin parce qu'on disait que c'était pour les filles. Et moi je disais mais non, c'est vraiment génial. Et je l'ai revu récemment parce qu'en attendant Game of Thrones, je l'ai revu une rediffusion à 2h du matin. Ce n'était pas pour les filles, c'était vraiment mixte. J'insiste là-dessus. Les garçons, regardez Totally Spies parce que c'est génial. Moi j'aimais beaucoup Phineas et Ferb. C'était l'époque où j'avais l'impression d'être assez grand pour comprendre les blagues que les grands comprenaient. Avec l'ornithorynque, avec tout ça, donc c'était... Et ces deux gamins, l'été, je trouve ça génial, quoi, parce que quand j'étais petit, je voulais devenir inventeur, donc fatalement, pour moi, c'était juste... et j'avais en plus une sœur, parfois, avec qui je me chamaillais, et eux, ils ont une sœur, donc il y avait un truc assez relatable, et ouais, c'est chouette. Bah c'est Robin de Kim Possible, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de moi en lui, quoi. Genre, voilà, tout simplement. Non, c'est juste, en fait, aussi, il disait Bouya. Et c'est un truc que je répète encore actuellement. Je répète Bouya régulièrement. Je peux avoir un bouillard. Bouillard. Je peux avoir un bouillard. Bouillard. Non, pas du tout. Bah, en fait, je pense que j'ai juste grandi, et mes goûts aussi ont grandi, et je pense que... En fait, je suis hyper content quand je plaisante sur Kim Possible, sur le fait que, pourquoi ils ont fait une version live. Bah, je suis un peu content aussi d'avoir connu cette époque. De me dire, putain, j'ai connu l'époque Kim Possible, la vraie... c'est un petit peu comme American Jake Long, que je regardais aussi, que je suivais vraiment. J'étais fan, et ils avaient fait une nouvelle version après, beaucoup plus moche. Et j'étais hyper content d'avoir connu la première version, mais d'avoir connu l'épisode final de la première version, enfin, d'avoir connu ça. Et toutes les bonnes choses ont une fin, et j'ai aucun souci avec l'idée de dire au revoir, en fait. Je trouve ça un petit peu débile de voir que les choses s'éternisent à vie, donc voilà, il y a aucun regret. Ouais, l'île aux chiens. C'est vraiment... désolé, c'est pas très pop culture tout ce que je dis. Ouais, l'île aux chiens, j'ai pas compris. C'est vraiment le dernier truc où tout le monde avait dit waouh, c'est incroyable, alors que je pense qu'on a plus salué la performance technique que le film en lui-même. Il y a un petit peu Les Indestructibles 2. Pareil, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé incroyable. Mais au final, c'est pareil en fait. Il y avait un peu pareil, pas avec Dragon 3, qui était très prévisible, très très beau, mais très prévisible. Là, ça me fait rien. J'ai l'impression, tu sais, d'être assez passif, de regarder, de pas avoir boudé non plus mon plaisir, parce que j'ai ri quand fallait rigoler. Mais est-ce que j'irai m'acheter le DVD? Est-ce que j'irai le revoir? C'est pas sûr. Alors que Les Indestructibles, le premier, je suis un énorme fan de ce film, quoi. Je vais le revoir, mais quand tu veux. Alors moi, j'ai oublié de le mentionner, je suis un grand fan des studios... Hardman, oui, c'est ça. Hardman, putain, j'adore. J'ai compris à Cartman, et donc j'ai fait Hartman, mince. Oui, Hardman, j'adore. Moi je me rappelle quand j'étais petit, on avait un petit DVD avec des courts-métrages, notamment un gars avec une fleur, et qui enlevait les pétales, et c'était bien, il avait du soleil, il enlevait un autre pétale, c'était mauvais, il y avait de la pluie, bien, il avait de l'argent, enlevé, et ainsi de suite, et ce cartoon était incroyable. Celui qui m'a fait vraiment rire, et encore aujourd'hui, moi c'est Sean le Mouton. Je suis un énorme fan du film Sean le Mouton. Parce qu'en fait, je suis de plus en plus hyper sensible à l'humour visuel, notamment dans les films d'animation. En fait, Sean le Mouton a beaucoup d'humour visuel. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont créer des gags
sans une ligne de dialogue, et là, non seulement ça me fait rire, mais en plus de ça, je suis juste admiratif de l'exploit qu'ils arrivent à faire. Mais un petit peu pareil avec Wallace et Gromit, où par exemple, il y a cette scène hyper connue où ils sont dans un train, et il y a les rails, et les rails se terminent, et Gromit prend des rails, et construit des rails en même temps, et ça, je trouve ça tellement génial, parce qu'en fait, le principe d'un gag visuel, c'est qu'on oublie le timing. Et dans ces films, en fait, on oublie le timing des gags visuels. Il y a Sean le Mouton, que ma nièce a vu, je crois, 40 fois, et pourtant, parfois, je le revois, et il me fait toujours autant rire. Le voyage de Chihiro. Voilà. Alors j'aime beaucoup les studios Ghibli. Je suis pas l'énorme fan des studios Ghibli, voilà. Je suis pas par exemple un énorme fan de Mon voisin Totoro, que j'aime beaucoup, hein. Mais je préfère le voyage de Chihiro. Il y a un passage assez connu où elle mange un truc. Tu sais, il lui donne à manger, et elle mange, et elle pleure, et elle est fou. Et ce film me fait ça, dès que je le vois à la fin. Ça me fait... Et surtout, c'est hyper cool de voir... genre juste le film d'un génie. J'aime beaucoup les films, non seulement pour ce qu'ils nous font vivre pendant, mais aussi pour après. Et il y a plein d'histoires sur Hayao Miyazaki que je sais, parce que j'ai vu des documentaires qui me réconfortent. Par exemple, il y a une histoire comme quoi il n'arrivait pas à dessiner un avion. Il avait vraiment du mal, on sait pas pourquoi. Et en fait, il a laissé tomber le dessin, il l'a donné à un assistant, à un autre dessinateur qui lui a réussi. Et en gros, c'est fou de se dire que ce mec, il arrive à dire « j'y arrive pas, allez ». Et pas abandonné, il a juste lâché, il s'est dit non, quelqu'un d'autre le fera mieux que moi en fait. Moi, ça me rend fou. Intolérance, que j'ai vu tout récemment, qui est un film d'animation barré, qui en fait raconte... c'est un faux documentaire sur les Sborg, un truc comme ça, c'est une race alien, où en fait ils ont une tête à la place du sexe et un sexe à la place de la tête. Donc en gros, pour faire la bise, ils copulent, et pour copuler, ils se crachent dans... Enfin, c'est très bizarre, et tout ça c'est animé. C'est fait limite comme Picasso, tu sais, faisait ses dessins à l'époque. C'est animé, ce dessin un peu abstrait, qui se crée en même temps, c'est très étrange. Mais c'est génial, et j'ai adoré, mais je savais pas... Ça a commencé, je savais pas trop comment le prendre, et à la fin, je trouve... Mais c'est hyper bizarre. J'ai vu Akira pour la première fois, et la seule fois jusqu'alors, il y a 10 mois. Et je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu en 4K. Dans une énorme salle, donc... C'était une énorme claque, surtout qu'en fait Akira, ça explose tout le temps, mais je sais pas si c'est... Parce que je suis pas un grand fan des films japonais. Les animés, etc., j'en suis pas ou quoi. Après, je me suis jamais vraiment intéressé, mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Donc il y a voilà. Mais en aucun cas, je trouve que c'est petit, nul ou pas bien. Non, du tout. C'est vraiment, voilà, c'est comme la nouvelle vague roumaine. Vous connaissez? Ben non. Voilà, chacun. Moi, je connais, tu vois. Et donc ouais, il y a eu cette énorme claque de me dire, putain, le mec, il est balèze quand même. C'est un peu un gars qui vraiment te dit bonjour, c'est moi le plus fort. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a eu ça. Et après, il y a eu tous les films d'animation récents, type Les Indestructibles 2, Dragon 3, qui visuellement, en fait, sur le coup, j'étais vraiment en mode... C'est quand même beau, quoi. Je suis désolé, mais c'est vraiment stylé. Même La Reine des Neiges, je trouve ça vraiment très très beau. Coco. Ah oui, Coco, putain. Mais Coco, mais c'était... Mais en plus, Coco, j'ai pleuré, mais comme Jaja. En plus, Coco... j'étais allé le voir en mode oui, encore un Pixar. J'étais un peu, ouais, ça va être un petit peu le Cars 2 de transition avant Toy Story 4. Je suis allé les voir, j'étais oh putain, ils sont trop forts. Non, c'est génial, et en plus je l'ai revu et c'est vraiment un film sur le deuil, enfin c'est un film très adulte. Et en fait, récemment, vraiment les films d'animation en 3D je vais être vulgaire, me trouve le cul un petit peu. C'est parce que c'est magnifique, quoi. C'est vraiment beau, et ce qui me rend fou de l'animation, c'est que rien n'est accidentel. Et ça, c'est un truc que je respecte énormément, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs en live qui utilisent l'accident pour faire leur film. L'animation, c'est pas tellement possible. Donc, et ça, je trouve ça assez ouf de maîtriser à ce point chaque parcelle esthétique. Into the Spider-Verse, mais en fait, parce que Coco, je l'ai vu 2 fois, j'ai pleuré une fois, j'ai versé une petite larme la 2e fois, je pense que la 3e fois, je ne pleurerai pas.
Mais moi je suis hyper sensible aux petits moments avec des petites phrases un peu stylées, tu vois. Et Spider-Verse, je l'ai vu 5 fois, parce que... Autopromo, j'ai fait une vidéo sur Into the Spider-Verse, et je l'ai vu 5 fois pour l'analyse, plus on va dire une 6e fois parce que tu le revois pour faire le montage. Donc j'ai vraiment vu beaucoup de fois, et à chaque fois, il y a une larme, tu vois, quand il fait juste un saut dans le vide, et je trouve que ça résonne tellement, et de toute façon le film est voulu comme ça, mais ça résonne tellement pour tellement de monde, que j'ai trouvé ça vraiment ça me fait chialer vraiment à chaque fois. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? C'est le tombeau des Lucioles. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression que tu vois, si tu prends un voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke ou peu importe, je dis pas que ça va mal vieillir, mais je dis que ça va vieillir différemment. J'ai l'impression que quand Miyazaki va mourir, j'ai l'impression que ça va rester comme un héritage, tu vois. J'ai l'impression comme aujourd'hui on mate un film de Kubrick. Tu mates pas 2001, non, tu mates 2001 de Kubrick. Tu vois, tu mates pas Full Metal Jacket, tu mates Full Metal Jacket de Kubrick. Et j'ai l'impression que prochainement, on va sûrement mater Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro. Ah oui, de Miyazaki, le fameux film qui a... Non, bah ok, super. Alors que je trouve que le tombeau des Lucioles, c'est génial vu que c'est une petite capsule temporelle. Mais avec des enjeux hyper actuels en fait. C'est juste une envie de survivre, qui est quand même relativement universelle. Ça c'est pas mal. Voilà. Et après, peut-être pour reciter Sean le Mouton. Parce qu'en fait, encore une fois, pour l'avoir vu près de 40 fois à cause de ma nièce, non, c'est... En fait, pour quelque chose soit intemporel, il faut que les enjeux dramatiques soient assez universels, surtout puissent être généralisés très facilement. Et ensuite, l'astuce pour que ça soit intemporel, c'est qu'il faut peu ou pas de rapport à la technologie. C'est là où les choses vieillissent. Et c'est là où des choses genre Friends, c'est une capsule temporelle parce que t'as les téléphones, t'as tout ça. Mais par contre, Monstres et compagnie, ça peut que bien vieillir parce qu'il y a rien. Parce que la technologie, en fait, elle est absurde vu que c'est des monstres. C'est pas la note de technologie, on s'en fout. C'est juste des enfants dans des lits. Et donc ça, je trouve que Sean le Mouton réussit très bien l'exploit d'être... si plus tard il y a une apocalypse et qu'on revient tous à l'état sauvage, à l'état des fermes, etc., eh bien, ça sera quand même compréhensible. Donc là, c'est vraiment stratégie. Mais voilà. Mais sinon, moi, j'aimerais beaucoup que Tombeau des Lucioles ne perde pas sa splendeur. Parce qu'en fait, les gens, d'ailleurs, même moi, je sais plus le nom du réalisateur du Tombeau des Lucioles. Je sais que c'est par le co-créateur des studios Ghibli. Mais parce qu'on sait pas le réalisateur, ça donne un culte à l'œuvre qui est incroyable. Faut voir ce film qui est juste fou. Il y en a pas, vu que j'aimerais... Je dis pas que je veux tout analyser, il y a des films que j'ai pas trop envie d'analyser, mais j'ai pas envie de donner un nom, parce qu'après peut-être... Parfois en fait, genre Pulp Fiction, je m'étais juré de pas l'analyser. Et en fait j'ai pas tellement analysé Pulp Fiction, j'ai analysé une scène de Pulp Fiction. Et parfois ça peut être ça, si je te dis... je t'avoue que là, de but en blanc, j'ai pas tellement envie d'analyser Le Tombeau des Lucioles ou Voyage de Chihiro. Ce sont des films que je n'ai pas envie d'analyser. Là, tout de suite, parce que je saurais pas quoi en dire. Mais par contre, si je revois Le Tombeau des Lucioles et je vois une scène où je suis « Oh putain, c'est pas mal cette scène !» ça fera une analyse de 4 minutes, je sais pas si on peut considérer ça comme une analyse de film. Alors que j'adorerais analyser mon voisin Totoro. Et comment ce film, c'est à la base, sur le papier, il est nul. C'est incroyable, parce que mon voisin Totoro, c'est quand tu vois le film, vraiment sur le papier, hein, le film est génial, j'adore ce film, mais sur le papier, y a rien. C'est incroyable. Et je trouvais ça incroyable de prouver le contraire à l'industrie. L'industrie qui est surtout américaine, qui est bourrée de codes, bourrée de cases pour ces scénarios, bourrée de script docteurs, de ça, de leur dire, vous savez que genre, tout ce que vous dites c'est faux parce qu'il y a mon voisin Totoro qui vous prouve le contraire. Moi je dirais les Tex Avery et les Chuck Jones. Et je les vois ensemble parce que pour moi Chuck Jones c'est un gars qui est très intellectuel. Il réfléchit vraiment aux choses qu'il fait. Et Tex Avery, il est beaucoup plus dans le « Hey !» Tu vois, genre on lui a juste que pété un œil parce qu'il s'amusait à s'envoyer des agrafes, tu vois. Il a un œil de verre à cause de ça, donc c'est... Et l'histoire est tellement folle, enfin, il dessinait dans une cabane remplie de termites,
à côté de la Warner, parce qu'en fait la Warner en avait marre, voulait pas d'eux, ils avaient ouais faites des dessins animés, faites vos conneries là c'est bon. Et je trouve que c'est plus qu'un dessin animé parce qu'en fait c'est des gens qui dessinaient, qui créaient vraiment par passion en fait, parce qu'ils avaient vraiment que ça à foutre. Et pour moi là c'est plus, c'est-à-dire que même quand tu prends un de mes films préférés qui est Toy Story, il y a quand même Steve Jobs, il y a quand même des mecs qui sont là, ils disent oui, enfin on aimerait bien gagner des sous avec quand même, hein. Tu vois, alors que Tex Avery, genre, en fait, je crois pas que c'était en plus hyper rentable à l'époque. Je trouve ça fou parce que c'est là où tu vois vraiment la valeur des artistes. Qu'est-ce qu'ils font vraiment, et j'aimerais beaucoup savoir comment Miyazaki lui appréhende ce qu'il fait, s'il le voit comme un travail, quoi, tu vois, je me demande en fait, qu'est-ce que Miyazaki donnerait si on le laissait seul dans une cabane remplie de termites. Qu'est-ce que ça ferait? Et en fait, je pense que je suis hyper intéressé par ce que n'importe quel artiste ferait si on le laisse seul dans une cabane avec des termites. J'en ai plusieurs, mais c'est BoJack Horseman à chaque fois. Il y a l'épisode sous l'eau. C'était fou pour le pari, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en fait, BoJack Horseman, il y avait 3 saisons quand je l'ai commencé. Et j'avais commencé la saison 1, j'étais un petit peu en mode, mais c'est quoi cette série? Bof. J'ai fait Brooklyn Nine-Nine, j'ai fait le tour. Je prends bien une autre série, donc je vais continuer. Et là, la saison 2, j'étais tombé sur des choses incroyables. La fin de la saison 2 m'avait foutu sur le cul. C'est la fin de mon analyse sur BoJack Horseman, qui est un truc qu'il faut dire à toute personne présente et vivante sur le monde, c'est que ce qui est dur, c'est de le faire tous les jours, et ça devient plus facile, mais c'est dur de faire, c'est ça, de le faire tous les jours. Je trouve que c'est une phrase qui résume l'existence. Et en fait, il y a eu l'épisode de la saison 3, Sous l'eau, où j'étais waouh, ils l'ont fait quoi. Et surtout la chute est incroyable, et ils ont juste fait un épisode sous l'eau. Et après, la saison 4, il n'y avait pas trop d'épisodes comme ça. Mais la saison 5, l'épisode de l'enterrement, je ne dirai pas qui, mais l'épisode de l'enterrement, qui est en fait un épisode sur un monologue de BoJack pendant 20 minutes, ça m'a vraiment fait dire, ok, parce que moi j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de faire des séries, j'ai envie de faire des films, j'ai envie de raconter des histoires, mes histoires, et on est tellement habitué à nous dire qu'on a ce format, cette forme-là. Et là, ça, c'est vraiment la première fois où je me suis dit, putain, en fait, je peux vraiment faire ce que je veux, quoi. Si je veux faire un putain de monologue de 20 minutes d'un gars, je peux, et je le ferai. Pourquoi on ne dit pas que c'est possible en école de cinéma? Tu vois, en école de cinéma, on parle des 12 étapes du héros, pourquoi on ne dit pas que ça, c'est possible? Tu vois, c'est vraiment comme votre Totoro, ça m'énerve. Pourquoi on ne nous dit pas que ça, c'est possible? Et ça m'énerve, voilà. Mais donc ça va... Voilà. Cusco! C'est pas que les gens détestent, mais les gens comprennent pas. et le truc, c'est que j'adore Cusco. Surtout que je me rappelle sur Disney Channel, il y avait la série Cusco, un empereur à l'école, qui était incroyable. Et la voix de Kronk me fait mourir de rire. Le paysan à l'auberge. Il est parti sans payer. Et j'ai toujours été un petit peu seul à aimer Cusco. Et sur un tournage, il y a un comédien, il a commencé à faire toutes les répliques de Cusco. Et j'ai fait, je ne suis pas seul. Mais Cusco, c'est génial. Je vais me faire lyncher, tu vois, mais les Disney... Autant Blanche-Neige des années 40, mais autant... Moi, le Roi Lion... Mufasa, moi, j'ai jamais vraiment pleuré à Mufasa. Voilà. Je n'ai pas été traumatisé par Mufasa. Papa, oui, mais il est mort, hein, faut passer à autre chose, mon petit loup. Ces Disney-là, je trouve, j'ai l'impression qu'on les regarde pour forcer nos enfants à aimer ce qu'on a aimé plus tôt. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on fait de la merde. Ce qui est faux, en fait. Moi, je préfère regarder Cusco et Frères d'ours à mes enfants que Le Roi Lion, par exemple. Le Roi Lion est vraiment... Moi, j'ai une sœur, donc il y a une fille, et c'était hyper drôle de dire, ouais, je vais enfin lui montrer Le Roi Lion. T'avais vraiment la pression de... Elle doit aimer Le Roi Lion, tu vois. Et alors que je trouve que y a des films géniaux qui sont faits pour les enfants aujourd'hui. Et Cusco, c'est génial, je trouve, à mater à 14 ans. Avec le recul, comme quand tu vois un vieux film, c'est vraiment là où c'est drôle, en fait.
Et aujourd'hui, je trouve, tu vois, il y a Sean le Mouton, et même, t'as Réponse de Disney qui est géniale, donc Sean le Mouton Hardman, Réponse Disney. Et moi, je suis désolé, mais La Reine des Neiges, ça reste quand même un très bon film, un super film sur une histoire de sœurs, même si la fin est un peu classique, mais c'est un très bon film, et surtout le 2 s'annonce incroyable. Bah, récemment, j'ai vu Détective Pikachu. Mais c'est pas tellement un film d'animation, même s'il y a pas mal d'animation quand même. Pour moi, en fait, c'est un remake spirituel de Mewtwo Contre-Attaque. Et en fait, Mewtwo Contre-Attaque, je l'avais pas vu au cinéma malheureusement, vu que j'étais trop jeune, je l'avais vu à la télé. Et pour moi, c'est un des films... c'est incroyable. Et c'est vraiment un film pour enfants, en fait. Et je trouve ça très très chouette. C'est un film bien fait, dans le sens où c'est un film qui a été tourné en pellicule. Et je crois dans pas mal de décors réels, dans le sens où, quand il y a une scène notamment de la forêt, où il marche dans la forêt, je crois bien que la forêt est réelle en fait, alors que ça aurait pu facilement être de la 3D avec quelques arbres, mais en fait non, c'est vraiment un décor réel dans lequel ils ont incrusté des Pokémon, et je trouve ça vraiment bien. Mais après la morale à la fin, enfin, le scénario, si t'es un adulte, tu comprends la fin, tout de suite, mais genre au bout de 10 minutes, bah, c'est comme dans Mewtwo Contre-Attaque, il y a vraiment un côté, il faut pas être méchant, soyez gentil, donc ça c'est hyper enfantin, mais j'ai envie de te dire, c'est bien, vu que c'est pour les enfants. Moi, j'ai pas du tout vu... ça surfe sur une vague nostalgique, un peu comme Les Indestructibles 2, par exemple, mais ça reste quand même hyper cool, je trouve, à mater. C'est drôle quand ça doit être drôle. J'ai pas trouvé ça hyper stérile, voilà, je sais, mais voilà, et vraiment, t'avais l'enfant en moi qui revoyait Mewtwo Contre-Attaque au cinéma, et ça, c'était hyper chouette.